Bonsoir à tous, il est 19 h, on va ouvrir la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je me propose. Accepter. Donc je fais l'appel. Madame Benoît. Présente. Madame Briat donne pouvoir à Madame Benoît. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani. Madame Chalupé donne pouvoir à Monsieur Collat. Madame Daniel donne pouvoir à Madame Hersan. Madame Hersan. Là. Et là, c'est mieux. Madame Joran, pouvoir à Monsieur Lejeune, à moi-même. Madame Mbaye. Madame Monod, absente excusée. Madame Neveu, pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Pat. Madame Papy. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Vanelsu, absente, excusée. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Koulibaly donne pouvoir à Madame Pain. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat donne pouvoir à Monsieur Legendre. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur, absent, excusé. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tagershout. Absent. Monsieur Thierry, pouvoir à Monsieur Blondel et Monsieur Torel. Pilarine. On va l'attendre. Alors on va dire présent. On va attendre qu'il entre. D'ici là, je pense que ça va. C'est là, c'est important. Il y a un embouteillage sur l'autoroute. Voilà. Sur Le pont, quorum est il atteint. faut bloquer On peut sur la démarrer. déviation. C'est bon, Claude. Respire, respire. On peut y aller. Alors, premièrement, affaire générale. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Question numéro 2, réalisation d'une étude de faisabilité relative à un projet de chauffage bois. Je passe la parole à Fanny Papy. Donc en 2014, En 2014, la commune d'Aubevoie a réalisé une étude de création d'un réseau de chaleur avec production thermique au Miscanthus que l'ADEME avait à l'époque refusé de financer. En 2015 a été publiée la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, TECV, qui encourage le développement de projets visant à augmenter la part des énergies renouvelables en France, dans le prolongement des directives européennes de 2009. La commune est propriétaire de plusieurs bâtiments, donc le groupe scolaire, le centre de loisirs, la mairie, la médiathèque, l'espace culturel, les 2 gymnases et la police municipale. Tous ces bâtiments communaux sont proches les uns des autres et dotés d'une ou plusieurs installations de chauffage fonctionnant au gaz. Il serait pertinent, pour des raisons économiques et énergétiques, de remplacer par un autre mode de chauffage tel que le bois énergie. De son côté, le siège, depuis la mise en place de sa commission consultative paritaire de l'énergie, CCPE, en décembre 2015, est compétent pour assister les collectivités dans leurs projets de production d'énergie renouvelable et leur propose notamment un programme expérimental d'accompagnement technique et financier en matière de chaufferie bois-énergie dédié ou alimentant un réseau technique, c'est-à-dire sans vente de chaleur,
en phase étude, puis conception-réalisation. Ainsi, en phase étude, le siège, accompagné de bureaux d'études spécialisés, propose de financer en totalité et réaliser sous sa maîtrise d'œuvre les études de faisabilité préalables nécessaires à la mise en place d'un éventuel projet bois-énergie. Ensuite, en phase conception-réalisation, le siège, sous réserve d'un résultat favorable de l'étude de faisabilité, d'une délégation de maîtrise d'œuvre de la collectivité volontaire vers le siège, est en capacité de réaliser pour le compte de la collectivité les études détaillées d'exécution et les opérations de génie civil, fourniture et pose des ouvrages. Donc, en termes de financement, la délégation de maîtrise d'ouvrage emporte pour le siège, d'une part, la recherche de financement externe, c'est-à-dire région et ADEME, un financement résiduel de la collectivité d'environ 20%, un fonds de concours du siège pour ses communes membres, réglementairement admis depuis la loi de finances 2019. Enfin, le siège s'engage à accompagner la collectivité dans le choix du mode d'exploitation et d'approvisionnement le plus pertinent, de façon qu'à réception de l'ouvrage, elle retrouve son autonomie de gestion dans des conditions satisfaisantes. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser dans un premier temps le siège à mener gracieusement pour le compte de la commune une étude de faisabilité bois-énergie sur les bâtiments, donc je répète, du groupe scolaire, le centre de loisirs, la mairie, la médiathèque, l'espace culturel, les 2 gymnases et la police, afin de connaître la pertinence technico-économique que pourrait avoir un tel projet. Dans l'hypothèse d'une suite favorable donnée à cette étude de faisabilité, et si la commune souhaite poursuivre avec le siège, ce dernier l'invitera à délibérer à nouveau pour engager la poursuite du projet via une convention de participation financière et ou de délégation de maîtrise d'ouvrage. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? Je vous remercie. Donc, point numéro 3, location d'un logement communal, et je passe la parole à Thierry Jarry. La commune est propriétaire d'un logement aux 2 allées Charles Perrault, au-dessus de la salle de réunion de la mairie. Le logement était précédemment loué à un agent de la commune entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, il est proposé à une personne ayant un besoin urgent de logement depuis le début août dernier. Donc il est proposé de louer ce logement sur un bail de 3 ans, moyennant un loyer de 450 € à partir du 1er août. Donc c'est un T3, c'est un confort simple, il est au-dessus là, de la salle. Et les charges, bien sûr, restent à la charge du locataire. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Point numéro 4, achat de 2 parties de parcelles à la SNCF. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc c'est une régularisation. Je vous rappelle que cette délibération a déjà été présentée au conseil municipal le 4 juillet dernier et qu'il conviendra de rapporter cette dernière. En effet, la SNCF a omis de préciser à la commune que la cession comportait en fait 2 parcelles. Une partie de la parcelle A022 AI 0092 pour 52 m², qui n'avait pas été pris en compte dans la première délibération. Une partie de la parcelle 022 AK 0004 pour 3665 m², soit une surface totale de 3717 m².
Je vous rappelle qu'il y a lieu de procéder à des régularisations foncières concernant la rue Pierre et Marie Curie. En effet, il s'avère que sur l'emprise de cette rue se trouve sur la parcelle 022 AK 004 d'une surface de 16 993 m² et sur la parcelle 022 AI 0092 d'une surface de 33 706 m², actuellement propriété de la SNCF. Le plan qui vous est présenté, ou qui va vous être présenté, voilà. Le plan ci-dessous localise la rue Pierre et Marie Curie et montre les incohérences au niveau du foncier, à savoir l'emprise de la rue se trouvant sur les terrains de la SNCF. Ainsi, cette nouvelle délibération vise à procéder à une première régularisation qui consiste en ce que la commune fasse l'acquisition d'une partie de la parcelle 022 AK 004 et d'une partie de la parcelle 022 AI 0092 pour une surface totale de 3717 m² qui vous est présentée sur le schéma qui suit en jaune. Ce qui permettra de récupérer la rue Pierre et Marie Curie sur une emprise communale. Pour information, rien n'a changé pour la suite. Le prix du mètre carré a été estimé par France Domaine à 12 € le mètre carré. La présente délibération ne requiert pas l'estimation des domaines, mais permet de fixer un prix au regard du marché. Aussi, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle 022 AK 004, une partie de la parcelle 022 AI 0092 pour une surface de 3717 m² au prix de 44 604 €. Sachant que l'agglomération procédera ensuite à la remise en état de la voirie dans le cadre de ses compétences, cette dernière desservant une zone d'activité économique. Donc rien n'est modifié par rapport à la précédente délibération, simplement a été rajoutée une petite partie de 52 m². Donc il nous fallait donc délibérer à ce sujet. Y a-t-il des questions? Des observations? Peut-on passer au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 5. Cession de terrain autour du château de Gaillon à l'agglomération Senneur. La communauté d'agglomération Senneur porte actuellement le projet de développement du château de Gaillon. L'objectif de l'agglomération est de faire du château de Gaillon un pôle touristique, culturel et économique structurant, générant des retombées économiques fortes pour le territoire. Ce projet représente un investissement global de 53 millions d'euros environ porté par l'agglomération. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de développement, il convient de mettre en cohérence les assiettes foncières avec la création d'un lien entre le château et les jardins se trouvant sur les communes de Gaillon et du Val d'Azé, afin que ce projet rayonne sur son environnement local. L'agglomération prévoit un investissement de près de 10 millions d'euros rien que sur les jardins situés sur Gaillon et Val d'Azé, qui, de par leur ouverture libre au public, bénéficieront toujours aux habitants des deux communes en apportant une forte plus-value d'usage et de qualité. D'autre part, un transfert de propriété des assiettes foncières vers l'agglomération est nécessaire afin que cette dernière ne perde pas le bénéfice du FCTVA sur les travaux. Comme les communes de Gaillon et du Val d'Azé l'ont fait en acquérant et en protégeant les jardins, la restitution de l'intégrité du domaine est ainsi que sa cohérence globale constitue un axe structurant du projet de restauration. Aussi, il est nécessaire pour l'agglomération d'acquérir certaines parcelles sur les communes de Gaillon et de Val d'Azé. Dans cette optique, l'agglomération a engagé une stratégie d'acquisition foncière visant des parcelles privées et a sollicité le transfert des propriétés de l'État afin de réunir l'ensemble du site historique, condition nécessaire à la réussite du projet. Aussi, la communauté d'agglomération Senneur propose à la communauté du Val d'Azé le transfert de propriété des parcelles figurant dans le tableau ci-joint et sur la carte ci-dessous pour une superficie de 180 777 m². Donc vous avez le tableau avec les parcelles, le plan qui suit. Donc France Domaine a réalisé une estimation, jointe en annexe, des terrains à hauteur de 180 000 € avec une marge d'appréciation de 10%. Comme évoqué en introduction, l'agglomération va investir plus de 50 millions d'euros dans le projet du château. Aussi, il est proposé que les communes de Gaillon et de Val d'Azé apportent leur contribution en nature auprès de l'agglomération en cédant ces terrains à l'euro symbolique
afin que ce projet, déjà très lourd financièrement, ne renchérisse pas davantage le coût du projet et ne pèse pas davantage sur les finances de l'agglomération. Les frais notariés seront à la charge de la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Moi, abstention. Une abstention. Merci. Point numéro 6. Avis sur le projet de modification numéro 3 du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, PLUI Valence-Côte, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc, je vous rappelle que le président de l'agglomération Seine-Nord a prescrit la modification numéro 3 du PLUI Valence-Côte le 5 janvier 2023. Par délibération numéro 2321 en date du 9 février 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Nord a défini les modalités de concertation de cette procédure. Le PLUI Valence-Côte était approuvé par délibération en date du 19 septembre 2019. Décembre 2019. Le Code de l'urbanisme permet l'évolution des documents d'urbanisme par la voie d'une procédure de modification. Dès lors qu'il s'agit de modifier le document sans remettre en cause l'équilibre défini dans le projet d'aménagement et de développement durable. C'est le cas de la présente procédure. La modification numéro 3 du PLUI Valence-Côte a pour objet de procéder à des modifications du règlement écrit, de règles graphiques, des plans de zonage et des orientations d'aménagement et de programmation, d'harmoniser certaines règles avec celles présentes dans le PLUI-H de l'agglomération Seine-Nord. Les modifications réglementaires graphiques ou écrites ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre de projets urbains et l'instruction de demandes d'urbanisme sur des projets qui respectent la philosophie générale des règles du PLUI Valence-Côte. Il s'agit également de procéder à la rectification d'erreurs matérielles faites au moment de l'élaboration du PLUI Valence-Côte, de faciliter la lecture, la compréhension et donc l'application du règlement. Le dossier de la modification numéro 3 du PLUI Valence-Côte était notifié aux personnes publiques associées et à la mission régionale d'autorité environnementale le 12 juillet 2023. En matière d'approbation des documents d'urbanisme, la procédure ne peut être approuvée par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Nord qu'avec l'avis préalable du conseil municipal prévu par le Code général des collectivités territoriales. Le document qui était joint en annexe vous présente les modifications pour notre commune. Donc il y a quelques modifications de règlement, chacun a pu en prendre connaissance, je peux vous les commenter si vous le souhaitez. Donc modification du règlement concernant les conteneurs recyclés qui serviraient d'habitation, modification concernant je crois, les installations solaires thermiques ou photovoltaïques, pour qu'il n'y ait pas une saillie trop importante sur la toiture. Modification concernant l'aménagement d'entrées charretières qui pourrait être imposée par la commune. Modification sur la zone N, la construction d'annexes à vocation d'abri pour animaux est autorisée à condition que sur une même unité foncière, la surface totale d'emprise au sol cumulée pour ce type de construction ne soit pas supérieure à 150 m². Donc voilà quatre règles qui sont reprises. C'est une modification du règlement également de l'OAP de la Roque qui avait 2 entrées et qui en comportera demain 3 entrées. Et puis c'est une création d'une OAP dénommée de l'Argilière qui en définit les règles. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Point numéro 7, convention de voile scolaire avec l'agglomération Seine-Nord et le comité départemental de voile. Je passe la parole à Madame Benoît. Madame Benoît informe que le comité départemental de voile de l'Eure organise avec le concours et sous le contrôle de l'inspection départementale de l'éducation nationale une activité d'initiation à la pratique de la voile destinée aux enfants des écoles de la commune.
Cette activité se pratique pendant le temps scolaire sur la base de l'IRIPOSE, selon un planning établi par le responsable technique de l'association, en accord avec le directeur de l'école et la commune. 47 enfants de CM2 de l'école des Prunus ont déjà bénéficié de cette activité en juin 2023. Ils en ont été très heureux. Une deuxième sortie est prévue pour octobre, objet de la présente délibération. Ce nouveau cycle comprend 4 séances par classe. L'objectif de cette nouvelle convention est de permettre aux enfants de classe de CM2 de l'école des Prunus, soit 47 enfants, de profiter de cette activité les 5 et 12 octobre 2023. Le coût par enfant et par séance est de 18 €. L'agglomération prend en charge 8 €, la commune 10 et le transport est en charge par l'agglomération. L'incidence financière de cette convention pour la commune est donc estimée à 1 880 €. Il est proposé par l'approbation de la convention telle qu'elle est présentée en annexe de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Point numéro 8. Adhésion et approbation des statuts du syndicat mixte ouvert, Heure Normandie Numérique et avenant à la convention pour la transmission des actes au contrôle de légalité. Depuis de nombreuses années, la commune dématérialise ses actes, délibération, arrêté, contrat, marché, budget, etc., au contrôle de légalité via la plateforme, mise en œuvre gratuitement jusqu'à présent par le conseil départemental. À compter du 1er janvier 2024, le département de l'Eure va transférer ce service à Heure Normandie Numérique avec une cotisation annuelle estimée à 0,10 € par habitant, soit un coût de fonctionnement annuel estimé à 540 € par an environ. Afin de pouvoir bénéficier de la poursuite de ce service indispensable au bon fonctionnement des services de la commune, il convient donc d'approuver les statuts de Heure Normandie Numérique, d'adopter ces statuts et d'accepter l'avenant de la convention de dématérialisation des actes avec la préfecture de l'Eure. Le syndicat mixte ouvert Heure Normandie Numérique, créé en 2014, en charge le déploiement du réseau numérique en haut et très haut débit. Il a pour cœur de métier le déploiement de la fibre sur le territoire orrois, sur lequel les acteurs privés n'ont pas indiqué d'intention de déploiement. Au regard du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques dans les collectivités, le syndicat ambitionne désormais d'accompagner les élus, les maires et leurs équipes dans les nouveaux usages du numérique. Lors du comité syndical du 19 septembre 2022, Heure Normandie Numérique a acquis la compétence supplémentaire services et outils numériques. Le syndicat Heure Normandie Numérique, désormais opérateur public des services numériques, se dédie également au développement de l'administration électronique et à la transformation numérique des collectivités territoriales et des établissements publics du département de l'Eure. Cet établissement public permet d'accompagner la modernisation numérique des structures publiques locales, d'éviter toute fracture numérique entre les collectivités du département et d'avancer d'un même pas pour mettre à profit les possibilités du numérique, de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d'information, une plus grande célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, de réaliser des économies d'échelle et de mutualiser les solutions, les études et l'expertise nécessaires à la conduite de ce type de projet innovant. L'adhésion au syndicat à la compétence services et outils numériques permet ainsi d'accéder gratuitement à un centre de ressources qui mettra à disposition des informations concernant les aides au financement des projets numériques, les innovations technologiques, etc. Les séances de sensibilisation et de formation seront proposées aux adhérents et à la mise en réseau des acteurs locaux, secrétaires de mairie, DSI et chefs de projet élus, sera mise en œuvre. À la plateforme e-administration, comprenant différents services tels qu'un parapheur électronique, un tiers de télétransmission, un accès à la plateforme de marché public, un outil de gestion des convocations,
un outil de transfert des fichiers et de la visioconférence, de bénéficier d'achats mutualisés par le biais de groupements de commandes que le syndicat pourrait proposer, d'accompagner ses membres en conseil sur des projets numériques, et d'autres services pourraient être agréés par la suite. Le coût d'adhésion annuel est défini par le conseil syndical, je vous l'ai dit tout à l'heure, 0,10 € par habitant actuel, et conformément aux dispositions du chapitre 2, article 5 des statuts, la composition du comité syndical, initialement composé du département de l'Eure, de la région Normandie et des EPCI de l'Eure, a été étendue aux communes et aux syndicats depuis le 19 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il faut désigner quelqu'un. Oui. Et oui, donc il faut qu'on nomme quelqu'un pour représenter la commune, exactement. Donc qui est candidat? Jean-Marie Lejeune. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est un seul candidat. Un seul représentant par commune. Non. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Donc le point 9. Règlement général sur la protection des données, RGPD, contrat d'accompagnement à la protection des données à caractère personnel avec l'association ADICO. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc, les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. État civil, liste électorale, inscription scolaire, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes administrées de la collectivité et autres usagers. La loi informatique à liberté, numéro 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les protéger dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes ou à leur vie privée. De plus, le règlement général sur la protection des données vient renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit notamment que tout organisme public a l'obligation de désigner un délégué à la protection des données. Afin d'accompagner les collectivités et respecter les obligations en matière de protection de données à caractère personnel, l'Association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités propose la poursuite de son contrat d'accompagnement avec la commune pour une nouvelle durée de 4 ans à compter du 15 décembre 2023. La précédente convention prenant fin le 14 décembre prochain. L'accompagnement à la protection des données de l'ADICO comprend l'inventaire des traitements de données à caractère personnel de la collectivité et une sensibilisation au principe de la protection des données. Comprend également la désignation d'un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au RGPD pour un montant annuel de 1 490 € hors taxe avec une remise de 10%, et ce pour une durée de 4 années. Le contrat d'accompagnement à la protection des données à caractère personnel à établir avec l'ADICO est en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des questions, des interrogations au sujet de ce contrat d'accompagnement? Ce renouvellement d'un contrat. Ce renouvellement. On était déjà sous contrat depuis 4 ans, on arrive à échéance le 14 décembre, comme c'est précisé dans cette délibération. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Je garde la parole. Bon, je continue. Je vais mettre après. La délibération suivante concerne la mise en place de la démarche de recherche de mécénat. Du fait de la baisse sensible des dotations de l'État,
les collectivités locales sont contraintes d'innover pour maîtriser leurs dépenses et diversifier leurs recettes pour financer leurs actions. Le mécénat apparaît ainsi comme un moyen de financement complémentaire mais déterminant afin de favoriser l'attractivité du territoire. La loi du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat est une loi d'encouragement fiscal pour les donateurs. Le mécénat, tel que défini dans l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, désigne un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. L'instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage qui est définie comme étant le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain, personne qui apporte le soutien, et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. Enfin, la loi numéro 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Ayagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Le mécénat constitue un don désintéressé, un acte philanthropique ou un soutien matériel de nature financière ou technique, qui est librement apporté par une entreprise ou un particulier, sans contrepartie directe, à un organisme dont l'activité présente un intérêt général. Le mécène s'engage à valoriser les dons en nature ou en compétences conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Il se traduit par le versement d'un don en numéraire ou en nature, sans contrepartie directe, à la hauteur du don consenti de la part du bénéficiaire. Ce don donne droit pour l'entreprise donatrice à une réduction d'impôt matérialisée par un reçu fiscal délivré par la commune. L'article 238 bis du Code général des impôts autorise les entreprises à effectuer des versements au profit d'actions ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en œuvre du valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, leur ouvrant droit à une réduction d'impôt de 60% du montant des versements effectués par les entreprises dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. En ce qui concerne les particuliers, l'article 23 de la loi de finances rectificative 2007 pour 2008 et les articles 2000 et 200 bis du Code général des impôts et prévoit une réduction d'impôt de 66% du montant du don effectué dans la limite de 20% du revenu imposable. La commune s'engage à affecter et utiliser la contribution effectuée dans le cadre de la convention de mécénat à la seule fin définie dans celle-ci. Y a-t-il des questions sur ceci, sur le mécénat? On a déjà été approché? Pardon. Non, pas encore. On s'ouvre la possibilité d'être approché. D'accord. Ouais. C'est une ouverture à un don à la commune. Toi qui es aux finances, je pense que tu seras d'accord. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Point numéro 11, personnel communal et création de postes. Donc, conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Je vous propose donc, je vous fais part des éléments suivants. Un agent travaillant au sein de l'école du Petit Charlemagne a quitté la collectivité en raison d'un départ en retraite. De ce fait, un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe est vacant. En vue de la pérennisation de l'agent sur contrat de remplacement depuis 5 ans, il est proposé de créer un emploi d'adjoint technique à temps complet.
Deuxièmement, suite à la réorganisation de la cantine du Loup Pendu, il a été indispensable de renforcer temporairement l'équipe. Ce besoin s'avérant permanent, il est proposé de créer un emploi d'adjoint technique à temps complet. Troisièmement, un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe est devenu vacant suite au départ en retraite au sein de l'école du Grand Charlemagne. Il y a lieu de prévoir la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet. Et dernièrement, suite au départ en retraite d'un agent affecté à l'animation du temps périscolaire au sein de l'école et de la garderie du Grand Charlemagne, il est proposé de créer un emploi d'adjoint technique à temps non complet, 13/35e, pour remplacer cette personne. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Affaires financières, point numéro 12. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLET, de l'agglomération Seineur, et je passe la parole à M. Jarry. Alors, je rappelle qu'en application... Je rappelle qu'en application du paragraphe 1 du 5e article 1809 voilà, du Code général des impôts, la commission locale d'évaluation des charges transférées de l'établissement public de coopération intercommunale est chargée d'évaluer le montant des charges transférées afin de permettre le calcul du montant de l'attribution de compensation à obtenir ou à verser à la communauté d'agglomération Seineur en fonction des compétences transférées à cette dernière ou restituées aux communes. Donc, il y a eu une modification de cette lettre avec une commune, c'est la commune de Andé, qui a repris à sa charge le petite enfance. Non, c'est la compétence qui est allée d'Andé vers la clé, vers l'agglo. Voilà. Et c'est un différent entre cette commune et l'agglomération depuis des années où c'était réactualisé sur les montants, comme le précise la délibération. Okay. Donc l'annexe précisait donc les montants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc ça concerne la commune d'Andé et l'agglo. En aucune façon le Val d'Azay, mais on fait partie donc de l'agglo et on doit le notifier et le présenter au conseil municipal. Des questions? Des observations? Face au vote? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Je garde la main. Oui. D'accord. Soutien aux victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye. Donc les collectivités territoriales ont la possibilité de répondre aux crises humanitaires dans la mesure de leur capacité financière, même si ce n'est pas leur raison d'être. Et donc la commune, je vous propose donc de faire un don pour les suites de catastrophes qu'il y a eu récemment, entre autres au Maroc, mais aussi en Libye. Et donc je vous propose de faire ce don à hauteur de 3 500 €, répartis donc également entre le Maroc et la Libye. Alors c'est une demande qui nous était faite par un conseiller municipal d'opposition qui souhaitait que nous donnions 3 500 € pour une seule cause, et nous avons jugé, pour ne pas faire de favoritisme, et dans la limite de ce que le budget peut faire, je le rappelle, de répartir ce don sur deux événements dramatiques qui se sont produits récemment. Donc 1 750 € pour le Maroc et 1 750 € pour la Libye. Y a-t-il des questions? Des observations? On passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Moi, abstention. Une abstention. Merci. Le point 11, mise à jour des tarifs applicables au 1er octobre 2023. En fait, on a délibéré au mois de juin sur l'ensemble des tarifs à venir, et donc on a ajouté deux choses.
au niveau des cantines scolaires, au niveau de la garderie municipale. Au niveau des cantines scolaires, donc on s'est rendu compte que de plus en plus de parents n'inscrivaient pas les enfants préalablement pour la cantine, ce qui pose des problèmes dans la gestion des repas que nous commandons et de l'organisation aussi du service. Donc nous avons décidé de mettre une pénalité par repas pour les enfants qui ne sont pas inscrits. Donc, en plus du prix du repas dont les parents sont redevables habituellement. Donc cette pénalité est de 4 € à rajouter donc, au prix du repas pour les enfants non inscrits, je précise. Et les parents ont toujours la possibilité d'inscrire les enfants soit sur un site, soit en appelant la mairie. Je dirais que même si les parents appellent à 8 h le matin, c'est bon quoi. On considère qu'il est inscrit, mais on ne va pas non plus tomber dans l'extrême en la matière. Donc voilà ce que je vous propose pour les cantines scolaires. Et pour la garderie municipale, il était mis en place un service d'études surveillées, d'aide aux devoirs, avec les enseignants volontaires. Et donc l'étude surveillée qui va durer 1h15, on la facture donc à 2 € par enfant, par jour d'études. Il y a un tarif minimum, ça. Pas pour ça. Ah non, c'est la garde. Non, non, pas pour ça. Voilà. Donc toutes les autres tarifs sont inchangés. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions que vous souhaitez que j'apporte? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Tu gardes la parole. Je garde la parole. La 15. La 15. Donc, une décision modificative du budget principal 2023. Donc, j'ai demandé qu'on passe le tableau à l'écran. Je vais le faire avec le tableau, ce sera plus facile à expliquer. En fait, donc, on ajuste le budget en fonction d'éléments nouveaux, je dirais, qui se sont passés depuis le début de l'année et qui risquent d'affecter notre budget d'ici la fin de l'année. Notamment, on ajuste les charges de caractère général en augmentant les crédits au niveau de l'électricité, pour un montant de 54 561 €. A contrario, on diminue les crédits pour le gaz. On a eu une bonne surprise au niveau du prix du gaz depuis l'élaboration du budget. Donc il y a un différentiel donc, de 33 901 € pour le compte 011, donc en augmentation de crédit. Ensuite, on diminue le crédit sur le FPIC, donc on a eu une bonne surprise aussi. Le FPIC nous coûte 11 101 € de moins que ce que nous avions budgétisé. Par contre, vous savez tous, les taux d'intérêt augmentent. Nous avons des crédits à taux variable, donc forcément les intérêts de ces crédits-là sont plus importants cette année. Donc il faut que l'on donne un peu plus d'argent sur cette ligne-là de budget, donc pour 2 200 €. En contrepartie de tout ça, nous avons des bonnes surprises. La taxe sur la consommation finale d'électricité, donc on a des dotations supplémentaires, enfin des recettes supplémentaires pour 9 720 €. En dotation forfaitaire pour les communes, donc on a eu un plus de 108 €. Sur la DSR, donc la dotation solidarité rurale, la dotation a augmenté, par rapport à nos prévisions, de 7 354 €. On a eu une participation de 2028 € de la région, on ne savait pas, qui n'était pas prévu. Et en fait, la compensation au titre des exonérations de taxes foncières pour 5 290 €. Donc une augmentation en recettes de crédit pour 25 000 € en tout. Et donc, qui compense donc l'augmentation des crédits en dépenses de 25 000 € tels que je vous les ai détaillés
tout à l'heure. Ensuite, pour l'investissement, nous avons reçu des fins de non-recevoir sur des subventions, notamment sur le fonds vert pour l'installation d'un ballon thermodynamique sur la cantine du Loup Pendu. On avait demandé 10 000 euros, on ne les a pas eu. Sur l'extension de la salle du Préau, on avait demandé aussi une subvention à hauteur de 63 600 euros par le département, qui nous a été refusée. On a également eu une fin de non-recevoir sur des équipements de sécurité pour la police municipale. C'était pour le renouvellement des moyens de communication entre les agents, quand ils sont sur le terrain. Et puis, nous avions le projet de créer un bureau pour le CCAS. On avait donc fait une demande de subvention auprès du département, voici, à hauteur de 162 300 euros, 280 euros, que nous n'avons pas obtenu. Donc, on diminue les recettes d'investissement de 238 820 euros. Et en contrepartie, donc, on diminue les dépenses sur la création du bureau du CCAS, parce que on va revoir notre projet en fonction de ce que l'on peut faire en autofinancement. Voilà, j'en ai fini pour cette première DM concernant le budget général. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. J'ai une deuxième DM à vous présenter. C'est sur le budget du local commercial. Voilà, local commercial donc, qui nous permet de gérer la boucherie et maintenant le snack park. Voilà. Voilà. Alors donc pour permettre le financement de la construction globale du snack park, donc on a augmenté les crédits de 10 000 euros. Et on a pris cet argent, je dirais, sur une ligne budgétaire. On avait mis un petit peu de côté de réserve en cas de travaux supplémentaires, globalement sans qu'il soit bien défini. Donc on affecte cette petite réserve sur la construction de snack park à hauteur de 10 000 euros. C'est clair pour tout le monde? Des questions? Des observations? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et dernier point, affaires diverses, retour sur les délégations du maire. Donc je ne vais pas vous les lire, mais en l'occurrence, dans toutes ces décisions, il y a des avenants en plus et en moins sur les travaux du snack park, puisqu'il y a le solde de tous les travaux. Il y a des avenants en plus et en moins sur les travaux de l'ECEMP. Et il y a la validation des tarifs de l'espace culturel pour la saison 2023-2024. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je lève la séance et je clôt la séance du conseil municipal de ce jour. Merci à tous. Bonne soirée.